Befehl, mein Führer! Vous suivez Congo Belle Télévision à travers le monde, Bana Congo, Mbote, Nabino, Boyebola, Munamanakaya. Face à l'opinion ya lelo, tozana esengo mingi ya koyambela bino, moko ya bayi mboka Congo, moko ya bato ya mayela mboka na biso, na ye torobeta lisolo sur gouvernement ezali koya, libota to pe famille politique ya tata mokambi ekolo kasi ba procès ou ezali kosalema na mboka na biso, ye azali nani? Azali professeur à droit, Azali avocat de profession, Azali secrétaire général il y a parti politique Action pour un Congo nouveau et Azali Bongo membre de l'Union sacrée de la nation, Azali famille politique à Tata Mokambi Ekolo, professeur Ahmed Ouseni, Azali sur ce plateau, mon ambo Kambote. Mbote mingi mama Naomi. Nazanga mokote ndenge bomesano toza bongola ndeko danzang pona ngamba lopoto ndeko dan mbote. Mbote, bienvenue au professeur Ahmed Ouseni. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Professeur, toza ko féliciter nano pona ndenge o mati aux USIK et bonga secrétaire général na parti politique nayo ozali le loko kumbela au quotidien boni basango ya parti nayo. Encore une fois de plus, merci beaucoup Madame Naomi pour l'invitation. Na sepeli mingi na mutuna na yo, tuninga yo lingo yo ba situation ya parti o nazali ko kambela au quotidien, kombo nango Action pour un Congo nouveau, ASEN en sigle, dont le président national c'est l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyami Higo. Na mikolo ya lelo, je peux dire en gros que l'Action pour un Congo nouveau se porte mieux il y a 6 ans. Il y a 6 mois, allais-je dire, et beaucoup mieux depuis sa création. Parce que lorsque l'idée est partie du camarade président national, Célestin Vunabandi, que nous puissions nous réunir pour créer un parti politique afin d'apporter une nouvelle perspective par rapport à la vie nationale, nous étions en 2022, bien avant les élections. À l'époque, nous n'étions pas présents à l'Assemblée nationale, nous n'étions pas présents au Sénat, nous n'étions pas présents dans aucune assemblée provinciale. Par contre, aujourd'hui, l'Action pour un Congo nouveau est présent à l'Assemblée nationale, l'Action pour un Congo nouveau est présent au Sénat, et l'Action pour un Congo nouveau est présent dans plusieurs assemblées délibératives, plus précisément à l'est du pays. Je remercie très sincèrement le membre fondateur du parti qui vient de me désigner comme le secrétaire général du parti pour gérer le parti au quotidien à l'issue de la réunion extraordinaire du Terrazanium. Et voilà, je me suis fixé des objectifs au regard des responsabilités qui sont miennes conformément au statut et règlement intérieur du parti. C'est notamment installer le parti ou implanter le parti sur l'ensemble du territoire national, y compris dans la diaspora. Parce que lorsque j'étais désigné secrétaire général du parti, il y a dans plusieurs provinces où le parti n'était pas encore installé. Et par conséquent, je me suis fixé cet objectif. Il faut installer le parti sur l'ensemble du territoire national. Bref, dans toutes les 26 provinces, y compris dans la diaspora, en créant des fédérations. Et cela va me permettre d'observer la marche du parti jusqu'en 2027. Et je pense, à la fin de 2027, je pourrais être en mesure de présenter une liste commode aux élections de 2028 ou aux prochaines élections, allais-je dire. Parmi tant de partis politiques au sein de l'Union sacrée, et Sengel Kobakebe, Nabango, Nabino, Baza ba frustré. Est-ce que vous avez parmi Baza Kosepelate, na telle ou telle nomination et ça Salem? Non, en tout cas, l'Action pour un Congo nouveau n'est pas un parti frustré. L'Action pour un Congo nouveau, je le répète, n'est pas un parti frustré. S'il y en a, nous sommes en démocratie, nous concédons à nos collègues de l'Union sacrée. Pourquoi nous ne sommes pas frustrés? Parce que nous considérons que c'est de l'ordre des choses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'Action pour un Congo nouveau n'est pas présente au niveau du gouvernement ou n'est pas présente au sein des entreprises du portefeuille que nous pouvons nous sentir frustrés. Nous savons que nous sommes dans une famille politique et le président de la République est en train de gérer des milliers de partis politiques.
Si certains parmi nous se sont déjà retrouvés au gouvernement, d'autres se sont déjà retrouvés dans des entreprises du portefeuille, peut-être que le tour de l'Action pour un Congo nouveau, c'est demain. Alors pourquoi être frustré? Tu rappelles que ça, secrétaire général du parti politique Action pour un Congo nouveau, Tata Mokambeko, le Félix Tshisekedi, Alaki, Bongo, Boye, Inalomba, Mingi, remaniement, et que ça, lecture, est-ce que c'est le moment? Pourquoi un gouvernement en ces moments-ci? Bon, d'abord, le parti que je dirige au quotidien, l'Action pour un Congo nouveau, salue l'initiative prise par le président de la République de doter au pays un nouveau gouvernement, si pas un gouvernement remanié. Il est indéniable que c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est quasiment la seule autorité du pays capable de faire le bilan et de savoir l'évolution de la température du pays. Et lorsque le président de la République, au regard des défis qui sont nôtres aujourd'hui, il s'est dit, il est temps que nous puissions avoir une nouvelle équipe gouvernementale parce que celle qui est là semble déjà avoir montré ses limites. Et c'est pourquoi le président de la République a annoncé de manière claire, précise, qu'il souhaiterait qu'on forme un nouveau gouvernement, cette fois-là de l'union nationale, mais resserré. C'est là il y a deux contenus nécessaires. Le premier contenu, c'est un gouvernement de l'union nationale. Pourquoi l'union nationale? Effectivement, nous devons être unis. Parce que si nous sommes unis, nous serons en mesure de pouvoir bouter dehors l'ennemi qui est en train de nous agresser à l'est du pays. Mais en même temps, le président précise les cadres. Il dit que c'est mieux que ce gouvernement ne soit pas un gouvernement éléphantesque. Il faut que ce soit vraiment resserré. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de plus de 50 personnes, mais le président de la République dit qu'il faut que le prochain gouvernement ait moins de 50 personnes. C'est un signal positif. C'est comme ça que nous percevons les choses au niveau de l'Action pour un Congo nouveau. Cependant, lorsque l'Action pour un Congo nouveau salue cette initiative, effectivement, nous observons que la République démocratique au Congo aujourd'hui, ou les Congolais aujourd'hui, semblent être divisés les uns contre les autres. C'est au-delà même des divisions classiques, opposition-majorité. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, au travers de votre précédente question, qu'il y a des frustrés même au sein de l'Union sacrée. Et à cause de nos frustrations, ça semble donner de la graine à moudre aux compatriotes qui ont accepté de pactiser avec des agresseurs étrangers. Et parmi ces causes, l'on dit, il y a certaines communautés, il y a certaines strates de la population congolaise qui s'estiment exclues de la gestion du pays. Par conséquent, nous devons effectivement avoir un gouvernement qui respecte les dispositions de l'article 90 alinéa 3 de la Constitution, qui dit que la composition du gouvernement au niveau national doit respecter le principe de la représentativité nationale. Et en cela, M. Dan, Mme Naomi, j'aimerais par exemple vous ouvrir une parenthèse. Très souvent, lorsqu'on dit aux Congolais que nous devons avoir un gouvernement de l'Union nationale, la plupart des gens ne comprennent pas la quintessence ou la valeur protégée par les constitutions congolais derrière ces dispositions constitutionnelles. Tout est parti de 1885, quand la République démocratique du Congo a été créée. Lorsque ce pays a été créé, moi je suis originaire de la province du Maniema. Mes grands-parents et arrière-grands-parents, à l'époque, en 1885, ils n'avaient pas la citoyenneté du royaume Congo de Zingankoufou. Non. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'étaient pas des Congolais. Ils n'avaient pas la citoyenneté du royaume Congo. Non. Ils n'avaient pas non plus la citoyenneté de l'empire Lunda. Non. Ils n'étaient pas non plus des citoyens de l'empire Luba de Ilungambidi. Non. À l'époque, en 1885, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, originaires de la province du Maniema aujourd'hui, étaient les citoyens de la République islamique du Maniema. À l'époque, où régnaient Tipo Tipo, Rachid, Mouni Mouhara, Ngongolutete et consorts.
Mais en 1885, vous constatez directement avec moi que plusieurs entités politiques, plusieurs entités administratives ont été mises ensemble. Le royaume Congo, où régnait Zingankovo, a été inséré dans la surface qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais c'est un peuple totalement à part. C'est une nation totalement à part. L'Empire Lunda avait sa propre administration, avait sa propre organisation politique, mais a été inséré intégralement, en tout cas la grande partie, a été insérée sur la surface qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. L'Empire Luba, de même on a pris tous les territoires de Ilungambidi, qui avait sa propre organisation, qui avait sa propre structuration. On l'a inséré sur la surface qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Le roi de Belge avait fait un pacte avec Tipo Tipo et sa descendance en disant « Veuillez aussi intégrer la République islamique du Maniema sur les territoires qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. » En réalité, nous sommes un État multination. Nous sommes un État au sein duquel vivent plusieurs nations, plusieurs peuples qui ont des origines différentes. Et ceci nous fait constater la différence ou la particularité de la République démocratique du Congo à d'autres pays africains. D'autres pays africains, c'est notamment les cas des pays issus de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali où régnait Soundiata Keïta. Le seul Empire du Mali a engendré 5 États aujourd'hui. La République du Mali, la République de Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et une partie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un même peuple. Professeur, vous arrivez à l'Empire du Monomotapa au sud ici. Ça a engendré plusieurs États également. Il y a la Zambie, il y a le Zimbabwe, il y a le Malawi. Mais c'est un même peuple qui a été poussé à la scission. Mais ici chez nous, en République démocratique du Congo, on a rassemblé, on a mis en commun différents peuples. C'est pourquoi les constituants congolais qui n'est pas fou, qui n'étaient pas idiots, de dire lorsque vous allez faire le gouvernement au niveau national, vous devez respecter cette donne historique. Parce que si vous respectez cette donne historique, il est aujourd'hui impensable de dire qu'on fait un gouvernement d'union nationale ou de large union nationale au sein duquel il n'y a pas les citoyens issus du royaume Congo par exemple. Vous ne pouvez pas au niveau national faire un gouvernement prétendument d'union nationale au sein duquel il n'y a pas par exemple les citoyens issus de la République islamique du Maniema de l'époque. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire un gouvernement de large union nationale au sein duquel il y manquerait les ressortissants ou les citoyens de l'Empire Luba ou de l'Empire Lunda. Il faut qu'il y ait tout ce monde-là. Et c'est pourquoi chaque fois quand il y a la sortie d'un gouvernement, vous entendez, nous les ressortissants d'eux. Nous les ressortissants d'eux. En réalité, ce peuple nous exprime ce que nous sommes réellement. En disant, même si nous sommes ensemble, mais nous sommes les. Nous sommes les. Nous sommes les. Et à ce moment-là, l'Action pour un Congo nouveau, mon parti politique, exprime effectivement le vœu au président de la République que nous devons avoir un gouvernement, un instant, je clôture, nous devons avoir un gouvernement, effectivement de large union nationale, au sein duquel aucune province ne devrait pas être oubliée comme nous en avons déjà connu. Nous devons avoir un gouvernement de large union nationale pour que le président de la République puisse avoir des répondants dans toutes les provinces. Imaginez aujourd'hui. Ce n'est même pas une question d'imagination. Aujourd'hui, vous avez le gouvernement souminois, au sein duquel il n'y a aucun enfant du Maniema. Aucun. Mais ce qui a été dit, mais après, Ezaki prouvait que Mme Aziza Monana est du Maniema. Je pense que vous pouvez poser aussi cette question au gouverneur Kiaboula Katwe, qui avait nommé Mme Aziza comme ministre provinciale du genre du Haut-Katanga. Et vous pouvez aussi poser la même question au président de la CENI,
qui avait réceptionné la candidature de Mme Aziza comme candidate députée nationale dans la circonscription électorale de Kipushi, au Katanga. Je pense que vous aurez aussi ample détail par rapport à cela. Ça veut dire que l'ACN est prête aujourd'hui à intégrer ce gouvernement. L'ACN est membre de l'Union sacrée. L'ACN a droit à tout. L'ACN est présent au niveau de l'Assemblée nationale. L'ACN est présent au niveau du Sénat. C'est-à-dire, nous avons mouillé les maillots. C'est-à-dire, l'ACN a aussi de l'ancrage politique nécessaire. L'ACN est présente dans plusieurs assemblées délibératives. C'est tout à fait normal qu'en tant que membre de l'Union sacrée, en tant qu'un parti soutenant la vision du président de la République, que l'ACN puisse aussi prétendre. Même si nous ne forçons rien. Professeur, ni les autres comptes Koleka, est-ce que expertise, est-ce que mon même à topé partenance il y a province to partenance n'a parti politique puisque aujourd'hui il y a la question du poids politique et la question de l'équilibre géographique apparemment que les collègues expérience il y a moto to maïre ya moto ça comme mal à gouvernement. Je pense que pour le moment, au nom de la scène, nous pensons que tous ces critères doivent entrer en jeu. Et en ce qui concerne les compétences, en ce qui concerne l'expertise, il n'est pas dit que parce qu'on veut privilégier l'expertise, on peut alors défavoriser la cohésion nationale. Non. Parce que la scène croit, et au niveau de l'Action pour le Congo Nouveau, nous sommes convaincus que les compétences sont dans toutes les provinces du pays. Si vous cherchez des intelligents à l'Équateur, vous allez en trouver. Si vous cherchez des intelligents au Sankour, vous allez en trouver. Si vous cherchez des intelligents au Sud Kivu, ils sont là. Si vous cherchez des politiques capables de mobiliser la masse pour que nous puissions effectivement faire face aux agresseurs du pays, ils sont ainsi dans toutes les provinces du pays. Et par conséquent, nous avons combien? 26 provinces. C'est-à-dire, même dans l'hypothèse où on prendrait ne fût-ce qu'un seul individu par province, ça donnerait effectivement de la matière. Ça fera de sorte que le président de la République puisse avoir des répondants partout. Pourquoi nous insistons beaucoup sur la cohésion nationale? Parce que Mme Naomi, M. Dan, les provinces qui ne se trouvent pas représentées au sein du gouvernement, qu'est-ce qu'elles disent? Nous ne sommes pas concernés par vos histoires là. Les nôtres ne sont pas là. Parce qu'en réalité, nous sommes un peuple profondément sociologique. Les nôtres ne sont pas là. Alors, la non-adhésion d'un peuple au programme gouvernemental pourrait faire en sorte que ce programme ne puisse pas réussir. On veut l'union nationale. Aujourd'hui, un Mukongo se sentira à l'aise en disant « Ah, nous avons aussi le nôtre là-bas à Kinshasa ». Quelqu'un de Bazouélé ou de Haut-Ouélé dira « Ah, le nôtre aussi est là ». C'est-à-dire, nous aussi, nous avons été valorisés au niveau national. Et ça, l'Action pour un Congo nouveau exprime à des mots clairs ce que peut-être d'autres sont en train de penser présentement à basse voix. D'accord, professeur. Mais il y a des formations politiques qui pensent que ce gouvernement ne répondra à rien s'il n'y a pas un dialogue dit inclusif, notamment Ensemble et PPRD, qui pensent qu'il faut nécessairement passer par un dialogue qui soit totalement inclusif, avec les exilés, ceux qui sont dans la rébellion, même la rébellion, pour que, justement, qu'on puisse répondre aux défis sécuritaires et politiques, comme l'a souhaité les chefs de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur point de vue. D'abord, le président de la République lui-même l'a annoncé. On doit avoir un gouvernement de large union nationale, resserré, mais au sein duquel il y aura non seulement nous de l'Union sacrée, il devra aussi y avoir ceux de l'opposition et aussi même les acteurs de la société civile. Parce que le président de la République, sans cette nécessité, il faut faire unir les Congolais. Il faut amener les Congolais ensemble. Tous les Congolais sont les bienvenus, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, le président de la République, Nanga, tous sont les bienvenus dans ce gouvernement. Le président de la République lui-même l'a dit. Nous devons avoir un gouvernement de large union nationale resserré, au sein duquel il doit y avoir l'union sacrée, l'opposition politique, au pluriel d'ailleurs, y compris la société civile. Aux côtés de l'Action pour le Congo Nouveau, nous ne trouvons aucun inconvénient.
Mais comme ça sera un gouvernement resserré, il faudra trouver l'équilibre des choses pour respecter le paramètre. Il ne faudrait pas qu'il y ait par exemple un gouvernement sans femmes. Non. Il faut que les genders aussi soient représentés. Et pour ça, la scène fait confiance au président de la République parce que c'est le premier partisan d'abord de la masculinité positive dans ces pays. L'on ne peut pas avoir un gouvernement d'union nationale au sein duquel certaines provinces seront encore oubliées. Oui, vous êtes plus dans la géopolitique. Vous avez les évêques de la Cinco qui estiment que pour résoudre le défi, pour répondre aux défis sécuritaires et politiques, il faut que justement qu'il y ait ce dialogue organisé par eux-mêmes, au besoin qu'il soit soutenu par l'Union africaine ou même d'autres confessions religieuses. C'est le point de vue de la Cinco. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le point de vue de la Cinco. Pour nous, s'il y a dialogue ou pas, on ne trouve pas d'inconvénient. L'essentiel, que les Congolais soient en mesure de fédérer. Que les Congolais soient en mesure de parler le même langage. Et je pense, au travers les signaux qui pourront être montrés par le président de la République et Mme Judith Suminwa, comme le président de la République l'a dit, elle sera maintenue. Au travers les signaux qui seront montrés. Parce qu'aujourd'hui, si les frustrations n'existent pas au sein de l'Union sacrée, mais il y a certaines strates de la population, comme je l'ai dit, sont frustrées. Et par conséquent, nous formulons le vœu que nous puissions effectivement avoir un gouvernement de large union nationale, resserré, au sein duquel on doit prendre en compte les desiderata et les strates de la population du pays. On doit avoir les gens du Haut-Katanga, ils doivent être là. Les lois là-bas doivent être représentées. Le Sud Kivu doit aussi avoir des répondants. Le Maniema doit avoir des répondants. Les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, les Nord-Kivu, le Maïndombe, les Kwilu, les Kwango, Congo central, toutes ces provinces doivent être représentées. On ne peut pas former un gouvernement soi-disant élitiste, pensant que non, on privilégie les compétences comme si dans d'autres provinces il n'y a pas de compétences. Comme si dans d'autres provinces il n'y a pas de l'expertise. Non, l'expertise existe partout, l'intelligence existe partout et les politiques vertébrées existent partout. C'est ça la position de l'Action pour le Congo Nouveau. Pourquoi un gouvernement soumis à deux Natango, pour l'objectif ni puisque depuis un moment, même dans l'opinion, ils ont dit que comment on est bazo zongaka na ba poste, mais pour na ba résultat penza ya malamu ningité Natango yo oyo bato mususu bazolo ba dialogue pe bongo la bongo. Pourquoi soumis à deux et pour quel résultat? J'apprécie beaucoup votre question parce que la réponse il loge. Vous dites que bazo changer bato ebele. Mais résultat, c'est effectivement pour ça qu'il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement. Parce qu'on se rend compte que ceux qui sont là, ce sont nos compatriotes, ce sont nos camarades de l'Union sacrée. Nous avons effectivement les devoirs de solidarité politique. Parce que les actes qu'ils posent, ça nous engage aussi. L'opposition, nos politiques, est-ce qu'elle nous dit, ah voilà, c'est vous là de l'Union sacrée. Même si je n'ai jamais été au gouvernement. Mais j'endosse cette responsabilité par solidarité politique. Alors, pourquoi un nouveau gouvernement? C'est parce que celui qui est là a semblé montrer ses limites. Vous-même, vous l'avez dit dans votre question. Alors, est-ce qu'il faudra maintenir certaines personnes? Effectivement, le président de la République n'a pas dit qu'il va changer tous les membres du gouvernement. Non. Certains, effectivement, qui se démarquent, devront rester. Mais il faudra aussi qu'il y ait des sangs nouveaux. Et par rapport aux sangs nouveaux, il ne signifie pas forcément qu'il faut qu'il y ait des jeunes. Non. Il faut qu'il y ait des vieux, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des dames, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait les représentants de province, il faut qu'il y ait. Et la formation du gouvernement n'a jamais été une chose facile. C'est beaucoup de mécanismes, c'est beaucoup de calculs pour respecter la Constitution. Lorsque nous lisons l'article 90 ou l'article 90 alinéa 3, ce n'est pas moi, professeur Osseni, qui suis rédacteur de cette disposition constitutionnelle. C'est les constituants congolais. C'est la constitution que nous avons votée tous au référendum en 2005, à plus de 95%. Parce que le peuple congolais a exprimé le vœu que nous puissions avoir un gouvernement au sein duquel toutes les entités constituant la République démocratique du Congo doivent être représentées. Parce que si nous ne faisons pas ça, c'est très important. C'est très important, Madame Naomi. Est-ce que vous êtes du Maniema? Non seulement parce que je suis du Maniema, parce que quand vous entendez les compatriotes qui ont accepté de pactiser avec leurs rebelles, qui ont accepté de pactiser avec les agresseurs rwandais, que nous condamnons avec la ferme énergie, bien entendu, sous la houlette de notre président national, l'honorable Célestin Vourabandi. Qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent qu'à Kinshasa, nous sommes discriminés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a certaines personnes qui se sont accaparées du pouvoir. Et par conséquent, nous devons apporter de l'antithèse à ce qu'ils disent. Montrons l'exemple avec un gouvernement de large union nationale, au sein duquel aucune province ne se plaindra, au sein duquel aucune strate de la population n'exprimera encore de plaintes. Parce que nous sommes un État profondément sociologique. Qu'on le veuille ou pas, on dit Madame Naomi a volé. Mais vous entendrez sa province d'origine, on dit ah, Moineto. Oui, on connaît que voilà, il a détourné, voilà, mais c'est les nôtres, nous devons les soutenir. Les Bassois, ils vont vous dire qu'il l'oubina mouignewe. Hein, nous savons que c'est un fou, mais c'est les nôtres, nous devons les soutenir. Alors que parce que si nous ne le faisons pas, oui, les autres vont l'assassiner. Si nous ne le faisons pas, les autres vont les crucifier. C'est ça l'ADN congolais. Alors que comme le disait le fait nous sommes dans un État multination en processus de la création d'un État-nation. Ah bon? Bien sûr. Ne nous voilons pas la face. Je ne veux pas être sur ce plateau pour faire l'apologie du politiquement correct. Je suis sur la table de face à l'opinion. C'est l'opinion qui est en train de nous suivre. Je suis face à l'opinion. Nous sommes un peuple profondément sociologique. Lorsque vous allez mettre un Moulouba au gouvernement, lorsque vous allez mettre un Mungala au gouvernement, lorsque vous allez mettre un Moutetela au gouvernement, lorsque vous allez mettre un Moukongo au gouvernement, lorsque vous allez mettre un Mouswahili au gouvernement, on dit ah, les nôtres aussi est là. Les nôtres aussi est là. Les nôtres aussi est là. Ça fédère le peuple. C'est une forme d'une reconnaissance au niveau national. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'éviter des frustrations. Mais comment éviter justement de retomber dans les mêmes travers? Parce que nous avons eu des gouvernements où certains n'ont pas été représentés de certaines provinces. Vous avez essayé de l'évoquer tantôt. Comment le chef de l'État peut-il couper cette poire au regard du nombre d'abord des communautés au sein de l'Union sacrée, des partis politiques, des regroupements politiques? Comment couper cette poire? Comment gérer cela? Mais ce n'est pas une nouveauté d'abord. L'article 90 alinéa 3 de la Constitution ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2005 qu'elle est en vigueur, cette Constitution. Et ça peut paraître comme notre vœu, mais en réalité c'est un appel au respect de la Constitution. L'on ne peut pas m'accuser, ou l'on ne peut pas accuser mon parti de faire appel au respect de la Constitution. Nous sommes membres de l'Union sacrée. Mon parti n'a jamais été au gouvernement depuis 2019. Mais on ne se plaint pas. Il y a certains camarades qui ont déjà été au gouvernement des autres partis politiques, membres de l'Union sacrée, et peut-être que demain ou après-demain, ça serait aussi notre tour. Mais nous formulons seulement le vœu que pour donner de l'antithèse à ceux qui nous agressent, sous les fallacieux motifs de la discrimination de certains peuples dans leur propre pays, pour apporter effectivement de la solution de l'union nationale. Parce qu'il y a des peuples, il y a des communautés entières qui se plaignent. Nous ne pouvons pas évoluer comme Jean-Baptiste dans le désert. Nous ne pouvons pas boucher les oreilles comme si de rien n'a été crié. Non, on entend des choses. Et comme c'est l'occasion, on va former les gouvernements. Par conséquent, nous devons écouter ce que l'opinion dit. Le procès Kabila, est-ce que c'est un coup à cette union nationale aujourd'hui? Joseph Kabila. J'entends aussi certains compatriotes dire, mais le processus de Doha est en cours, le processus de Washington est en cours, l'EAC et la SADC s'invitent aussi dans le jeu avec l'Union africaine. Il faut que le gouvernement congolais donne des signaux de la tempérance. Est-ce que ça valait la peine qu'on puisse traduire l'ancien président de la République, Joseph Kabila, devant la justice? Je rappelle les dispositions de l'article 150 de la Constitution du pays. En tout cas, souffrez que je demeure légaliste. Oui. La Constitution du pays dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Indépendant de qui? Indépendant du pouvoir législatif, indépendant du pouvoir exécutif. À partir du moment où les juges sont saisis, plus personne, y compris le président de la République, n'a encore le pouvoir de dire aux magistrats de la haute cour militaire, de dire stoppez d'abord parce que nous sommes en train de parler à Doha, nous sommes en train de parler à Washington. Non.
Laissez à la justice de faire son travail. Il est strictement interdit au Parlement d'interférer lorsque la justice est en train de connaître un dossier. Il est demandé au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, de se taire lorsque la justice est en train de faire son travail. Il y a un processus déjà, procédure. Il y a des Cambodgiens qui sont déjà biaisés dès le départ. Biaisés par rapport à quoi? Nous pensons, si les politiques, le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif voudraient dire un mot, pas maintenant, que le pouvoir judiciaire termine son travail, il peut s'avérer que le juge, du fait qu'ils sont indépendants, ils peuvent acquitter le prévenu. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus peut-être de bruit. Même si certains compatriotes continueront encore à se plaindre en disant « Mais ce monsieur nous avait fait du mal, il méritait quand même un jugement, une condamnation. » Par contre, moi je ne veux pas d'abord rentrer encore dans ces débats. La justice est déjà en marche. Ce que je voudrais dire ici, c'est que si la justice termine à faire son travail, il s'avérerait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est condamné. Et que le pouvoir exécutif, le président de la République, dispose du pouvoir de grâce. Est-ce qu'on devrait faire confiance à cette justice qui est qualifiée de malade par le chef de l'État lui-même? Déjà, ma collègue parlait de procédure qui n'aurait pas été juste envers l'ancien président. Est-ce que il faudra faire confiance à cette J'ai beaucoup apprécié lorsque Madame Naomi m'a présenté sur ce plateau. Elle a dit aussi que je suis avocat, c'est-à-dire je suis opérateur judiciaire. Et en tant que tel, ce n'est pas sur ce plateau de télévision que moi, avocat de profession, je viendrai vous dire la justice du pays est malade. Non, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Surtout que si une décision de justice condamnant une personne, on estime que cette décision est entachée d'irrégularité, les lois du pays prévoient encore le voie des recours. Allez voir un autre juge, immédiatement supérieur à celui qui a rendu la décision. Et si vous terminez même l'exercice de vos voies de recours ordinaires, les lois du pays vous accordent encore l'exercice de voies de recours extraordinaires. Donc, si un juge s'est trompé, le premier juge s'est trompé, le deuxième peut aussi peut-être être trompé, mais le troisième, il pourrait peut-être ne pas se tromper. Donc, c'est facile de dire que la justice est malade, mais ce n'est pas à moi de débiter de telles choses ici. Par contre, j'étais en train de dire qu'à l'issue de ce procès, s'il s'avérait que l'ancien président de la République est condamné par la justice du pays et que le pouvoir exécutif veut faire quelque chose, il est reconnu au président de la République le pouvoir d'accorder la grâce. Même à celui qui a été condamné à mort, le président de la République peut lui dire « Monsieur, c'est fini. Je te pardonne au nom, en vertu du principe ou en vertu du pouvoir qui me sont reconnus. » Et si le Parlement, le pouvoir législatif, voudrait encore faire quelque chose, le Parlement peut voter une loi d'amnistie. Mais pour le moment, il faut laisser à la justice de faire son travail. Parce que personne n'a un quelconque mot à dire à la justice lorsque celle-ci est déjà en cours. Parce que nous avons voté une constitution qui proclame l'indépendance du pouvoir judiciaire. Autant de procès sous le président Tshisekedi. Est-ce de l'acharnement contre le politique, puisque eux tous disent ça. Hier, pas plus tard qu'hier, Constant Moutamba, complot, Matata Pogno, il a parlé d'un procès politique. Est-ce l'avènement d'un état de droit, mais je pense que dans un pays comme le nôtre, c'est l'absence de procès qui allait beaucoup plus nous inquiéter. Alors, s'il n'y a pas de procès, si les personnes ne sont pas poursuivies, on se plaint, voilà, la justice protège des grands, la justice protège des forts. Et quand il y a des procès, on dit encore qu'il y a de l'acharnement. Il faut trouver alors le mot exact pour qualifier notre situation. Les dossiers Joseph Kabila, les dossiers de l'ancien ministre de la Justice sont en cours. En tant qu'opérateur judiciaire, je ne saurais pas commenter de telles affaires sur un plateau de télévision. Par contre, je l'ai dit et je le répète, que la justice termine à faire son travail et après, il reviendra au président de la République de pouvoir apprécier en disant oui, peut-être pour des raisons d'union nationale, pour peut-être des raisons d'ici, ça va, j'accorde mon pouvoir de grâce.
Professeur Ahmed Ousseni, la FCM 23 a demandé aux négociateurs de la RDC à Doha de libérer leurs prisonniers, tous ceux qui sont arrêtés, être considérés comme étant de connivence avec la FCM 23, et toutes les personnes dont les poursuites judiciaires sont en cours. La RDC devait prendre l'engagement d'arrêter toutes ces poursuites-là. Est-ce que c'est une demande qui peut tenir aujourd'hui? Bon, je ne sais pas trop. Je ne connais même pas la liste de prétendues personnes qui seraient du M23 ou des connivences avec le M23 et qui seraient sous le coup de la justice du pays. Mais je pense, et ici je formule un appel, ça c'est un vœu. Lorsque vous êtes autour d'une table de négociation, ça ne vaut pas la peine de beaucoup communiquer. Parce que les paramètres peuvent changer à tout moment. Mais lorsque je suis le média, quasiment tout le monde est en train d'analyser ce qui se passe à Washington. Tout le monde est en train d'analyser ce qui se passe à Doha. Et pourtant, ce sont des processus qui sont encore en cours. Rien n'est encore définitif. Une position qui peut être prise aujourd'hui, demain ou après-demain, elle peut être changée. Suivant la dynamique autour de la salle. En cours, suivant la dynamique autour de... En cours, oui, mais bien en opposition, mais quand ça t'attend à Kambekolo, à Tekimboka, vaut mieux que le Bélango pour éveiller la population. Je pense que si on respecte les lois du pays, les gens, même si certains pourront les dire, mais ils seront butés face à la vérité de la loi. Si il est dit que pour faire tel acte, il faut respecter telle disposition, pour poser tel acte, il faut respecter telle limite, et je pense que même ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, ils manqueront à dire. Hein? Donc, comme nous sommes engagés dans plusieurs processus de paix, nous nous encourageons. En tout cas, la CN avec son président national, Célestin Vounabandi, nous acceptons et nous favorisons, nous privilégions cette voie pacifique de résolution des conflits. Parce que la guerre a toujours des conséquences que personne ne peut prédire. Justement, parlons du gouvernement, professeur Ahmed Ousseni, puisque nous sommes en train justement de commenter cette question d'actualité. Qu'est-ce qui devra être corrigé dans le prochain gouvernement? Surtout que les chefs de l'État étaient clairs. Il y a des deux défis, sécuritaires et politiques. Qu'est-ce qu'il faudra modifier dans le prochain gouvernement pour atteindre ces défis, selon vous? Beaucoup de choses. Je l'ai dit ici, le premier point, c'est qu'il faut qu'on accepte la représentativité nationale. Si ces principes, si cette donne ne sera pas suivie, il y aurait toujours des frustrations. Et ce n'est pas bien pour le pays. Ça, c'est la première des choses qu'il faut changer. Deuxième chose, il faut qu'on privilégie l'État. Il faut qu'on privilégie la nation. Moi, ça me fait souvent mal quand j'entends il y a des détournements ici, il y a des détournements là-bas. C'est comme si on ne pense pas à la génération future. J'avais beaucoup apprécié, vous m'avez invité l'autre fois, lorsqu'on parlait même de l'économie du pays. On parlait de l'économie du pays. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous poser la question, nous de l'Union sacrée? Nous sommes arrivés au pouvoir, je peux dire en 2018, 19. Mais l'Union sacrée a été formée à la suite du discours du président de la République du 20 décembre 2020. L'Union sacrée a été formée après la rupture de la coalition FCC-Cash. Nous pouvons aussi faire notre bilan. Vous avez annoncé qu'il faut lutter contre la vie chère, il faut accroître le pouvoir d'achat. Mais comment allons-nous le faire si et seulement si nous n'avons pas encore le contrôle de notre économie nationale? Ce point, je l'ai déjà dit, une fois, deux fois, et je continuerai toujours à le dire. Depuis que nous sommes là, avons-nous créé une quelconque banque des Congolais? Comment aujourd'hui on va soutenir M. Dan, qui est un jeune courageux, Mme Naomi, une jeune courageuse, qui a un bon projet? Il dit non, je veux par exemple ouvrir aussi ma chaîne de télévision. M. Dan aura besoin de moyens. Où est-ce qu'il va avoir ces moyens? Il part en banque pour demander un crédit. Quelle est cette banque qui va vous accorder aussi facilement un crédit? Et pour les quelques compatriotes qui ont accès à ces crédits, il faut poser la question, c'est à quel taux d'intérêt? Et après avoir présenté quelle garantie? Voilà les réformes structurelles dont nous avons besoin pour le prochain gouvernement. Parce que je suis en train de répondre bien entendu à votre question. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut privilégier la nation. Il faut privilégier la nation. Il est impensable dans un pays comme le nôtre, toutes les institutions financières, bancaires, entre les mains des étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers.
Je veux qu'ils viennent. Et qu'ils viennent encore en masse pour venir investir ici chez nous. Mais il faut qu'il y ait aussi des répondants congolais pour protéger aussi les nationaux. Est-ce que cela traduit la mauvaise gouvernance ou bien une mauvaise politique de la nation vis-à-vis de tous ces Congolais, je veux dire, qui aimeraient aussi se lancer dans... Ce n'est pas le temps de faire le jugement, mais je fais d'abord les constats. Et je formule le vœu que les prochains gouvernements, parce qu'il sera de sa responsabilité, de veiller sur cela. Donc, bien sûr, donc vous revenez encore pour me donner raison qu'il faut un nouveau gouvernement. Parce que ceux qui sont là ont montré leurs limites, ils n'ont pas réussi à faire face à ces défis. Alors que dans le ministère, il n'y a que des professeurs d'université depuis un moment. Non. Lorsque je parle de l'économie nationale, je ne vois pas seulement le ministère de l'économie nationale. Je vois la structure du pays. C'est l'ensemble de la structure du pays. Comment changer cette structure? Une banque du pays ne peut pas être créée par le ministre de l'économie nationale. Aujourd'hui, par exemple, nous voulons encourager les jeunes Congolais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous pouvons organiser des sommets, nous pouvons organiser des symposiums, des conférences, des débats, des colloques, c'est bien. Mais juste après la conférence, les gens se retrouvent dehors. Et on manque même les transports. Vous m'entendez? Mais pourquoi ne pas créer une banque de l'entrepreneuriat? Nous voulons construire le pays. Mais pourquoi ne pas commencer par créer une banque de l'habitat? Nous voulons développer l'agriculture. Pourquoi prendre l'argent du pays, aller acheter des tracteurs pour venir les distribuer aux politiciens? Au lieu de prendre cet argent, on crée la banque agricole où chaque citoyen qui a un projet structuré s'adresse à la banque, il prend le financement, il part développer le secteur de l'agriculture dans son coin. Si l'on veut développer l'industrie, pourquoi se cacher derrière les FPI? Pourquoi ne pas créer tout simplement une banque? Si l'on veut améliorer nos infrastructures routières, pourquoi se cacher derrière les FONER? Pourquoi ne pas créer seulement la banque de la construction? À qui imputer tout ça, professeur? Qui est responsable de tout cela, de la non-création de tout cela? La responsabilité revient au gouvernement. Parce que quand on lit les lois du pays, c'est au gouvernement de faire ça. Ce n'est même pas au président de la République, c'est au gouvernement. C'est le pouvoir du gouvernement. Mais est-ce que tout ce que vous dites, c'est possible est-ce qu'on peut parler de développement pendant que situation sécuritaire est à Il y a des Congolais qui m'ont toujours posé la question. Mais prof, vous parlez toujours la création des banques, ainsi de suite. Mais il faut d'abord combien pour créer une banque? J'avais même suivi une dame qui était passée même dans un média pour me dire, mais j'ai entendu un professeur qui avait dit que voilà, au Congo, nous n'avons pas de banque, au Congo, nous n'avons pas de banque. Et elle a osé citer la Cadeco. Je dis, mais mon Dieu, depuis quand la Cadeco est devenue une banque? La banque, elle est définie par la loi. Il y a les conditions de création d'une banque. Le capital social d'une banque, la réserve, doit être au minimum 50 millions de dollars américains. Par contre, quand vous allez au guichet unique, pour prélever les statuts de la Cadeco, on vous dit le capital social de la Cadeco, c'est moins de 3 millions de dollars américains. Est-ce que c'est avec moins de 3 millions de dollars américains que vous allez créer une banque? La Cadeco est une caisse d'épargne qui n'est pas une banque. Alors, pourquoi on n'est pas en mesure de créer des banques? Quand je suis les médias, j'entends les montants, on a détourné autant ici, on a détourné autant là-bas. J'ai dit, mais déjà avec cet argent, ça pouvait nous permettre de créer des banques. On nous a parlé ici des procès de 100 jours. Près de 500 millions de dollars américains. Mais ça pouvait nous permettre de créer même 5 banques. Cet argent. Même si aujourd'hui, in fine, la République n'a rien récupéré, y compris les honoraires qu'on a payés aux avocats, près de 500 000 dollars américains. Tout est parti comme ça en avril. Donc, depuis que le chef de l'État est là, tous ces gouvernements n'ont pas su résoudre ces problèmes. Tous ces gouvernements, Monsieur Dan, Ilukamba, Souminoa, Monsieur Dan, Sama, aucun gouvernement n'a su résoudre Monsieur Dan, ces problèmes. Monsieur Dan, je suis en face de l'opinion. Je suis en face de l'opinion. Et ce n'est pas ma parole à moi, non, c'est le constat. Vous êtes parmi les journalistes les mieux informés du pays. Parmi les mieux informés. Mais dites-moi, qu'est-ce que nous avons créé en matière de banque? Rien. Les sociétés de la télécommunication même.
combien nous appartient? Vodacom, c'est pour le Sud-Africain. Mais qui sont élus, qui est élu par le peuple? Ce n'est pas le gouvernement. C'est le chef de l'État. Qui répondra de l'échec devant le peuple? C'est le gouvernement ou le chef de l'État? Vous me poussez encore à vous rappeler une notion simple de la séparation du pouvoir. Oui. N'est-ce pas? Un instant. Les députés et sénateurs sont élus. Il ne revient pas aux députés et aux sénateurs de créer des banques, par exemple. Non. Il ne revient pas au président de la République de créer la banque. Il n'a pas la compétence. C'est le pouvoir du gouvernement. Je vous ai dit ici, s'il arriverait que Joseph Kabila soit condamné, il ne revient pas au gouvernement de prendre la loi d'amnistie. Le gouvernement n'a pas la compétence de prendre une loi d'amnistie. Surtout que le gouvernement ne décide pas par voie de loi. Il reviendra au Parlement. La séparation du pouvoir. C'est le problème, c'est de la responsabilité du gouvernement. Bambula na bambula batonyo so bazara wana bazwa likanisi tope bazwa na bazwa makoki ya ko créer ba banque te lolinga ngobani. La raison est aussi historique. J'en avais largement parlé pendant la campagne électorale lorsque je présentais mon programme électoral. Dans ce pays, depuis la création de ce pays jusqu'à ce jour, il y a déjà 2 Congolais qui ont déjà créé la banque ici, ou 2 Congolais qui ont déjà créé des banques ici. 2 seulement, pas plus 2. Le premier, vous le connaissez, il s'appelle Dokolo, qui avait créé la banque de Kinshasa. Malheureusement, il a eu des problèmes très sérieux avec le président Mobutu à l'époque. La banque de Papa Dokolo a été poussée à la liquidation. On a fermé les portes de la banque de Kinshasa. Le deuxième qui est arrivé, il a créé BIC, la Banque internationale au Congo. C'est Papa Kindolo. Depuis lors, personne. Parce que Papa Kindolo, à un moment, il était forcé, il était contraint de vendre sa banque. Il a vendu sa banque aux étrangers. Et aujourd'hui, les Congolais sont totalement absents dans le secteur. L'État congolais n'a jamais créé une banque. Parce que déjà, depuis le temps colonial, il était même interdit aux Congolais d'avoir un compte bancaire. Ah oui, c'était interdit. La première banque qui existait à l'époque, c'est la BCDC, qui a fait une joint venture aujourd'hui avec Equity. Les seuls Congolais qui avaient des comptes bancaires là-bas, ce sont les Congolais qu'on appelait les immatriculés ou les évolués. Mais les autres, les indigènes, n'avaient pas droit parce qu'ils n'étaient pas éligibles à vivre comme des citoyens européens, des citoyens étrangers. Et depuis lors, nous sommes toujours 65 ans après en ligne de mire. Voilà pourquoi nous nous formons les vœux. Qu'il y ait un nouveau gouvernement qui sera en mesure de faire face aux défis qui sont les nôtres. Oui, il y a la guerre, mais les pays avancent. Les richesses sont là. Les richesses sont là. Il y a la guerre, mais on doit implémenter un nouveau gouvernement. Puisque vous parlez de problèmes réels, depuis l'annonce il y a un nouveau gouvernement, tout le monde a qui, campagne de médiatique ou sur les réseaux sociaux, ça a posé à côté de gouvernement, et même récemment, lors il y a réunion Natata Mokambi Kolo, tout le monde polémique, autour il y a le Lengue Bato Bazara qui est habillé comme Kosala Diallo, le pont Tata Mokambi Kolo pour Nabango. Comment vous répondez à l'opinion dans ce sens? Est-ce que Motonio Sondé à Sengeli a se retrouvé dans le gouvernement? Le combat est loyal. Nous ne pouvons interdire à personne de présenter sa face pour être éligible pour intégrer le gouvernement. Chaque Congolais a droit à tout. Donc s'il y a certains qui se livrent dans des actions de visibilité afin qu'ils ne soient pas oubliés, tant mieux. Par contre, je vais juste attirer l'attention de l'opinion que pendant cette période, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de manipulations. Il y a certains, par leur souci acharné d'intégrer l'équipe gouvernementale, ils se livrent même dans des actions pour salir d'autres acteurs politiques, même de manière injuste. Nous, au sein de l'Action pour le Congo, nous avons payé le prix. Il y a un énergumène à l'est du pays, Dino de Habyarimana Mbitsie, qui s'est réveillé un bon matin, un alias Gilles Moulumba, qui s'est réveillé un bon matin, il dit: mais la scène, les partis là de Célestin Vounabandi, ils ont envoyé beaucoup de leurs cadres dans la rébellion de la FCM 23. Donc on m'accuse notamment, moi, Ahmed Ouseni, que j'ai envoyé certains cadres de mon parti politique pour aller rejoindre ces gens-là. J'étais attentif, j'ai dit: mais
il veut citer quel cadre? Il cite 4 personnes, effectivement. Mais je regarde parmi les 4 personnes, je ne reconnais personne dans mon parti politique. Hein? Je ne reconnais personne. On me cite un certain Sekiobe. Je vérifie, mais on me dit non, mais Sekiobe ici, voilà, il était candidat député national de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Goma. Je dis, mais je ne le connais pas celui-ci. On me donne encore un autre nom, on vérifie. Mais on ne connaît pas celui-ci. On me donne un autre nom, on me dit, mais celui-ci a été proche d'un ancien membre du gouvernement issu de l'UDPS Tshisekedi. Mais ce n'est pas à moi de dire que parce que tel cadre de l'UDPS Tshisekedi se retrouve de l'autre côté en train de pactiser avec les ennemis du pays, que l'UDPS serait parti de connivence avec le Rwanda. Je reviens, Madame Naomi. Quand vous suivez ces derniers temps les réseaux sociaux, mais je compatis aussi à certains camarades de l'Union sacrée qui sont au sein du gouvernement et qui sont en train de subir matin, midi et soir des invectives, des campagnes de diabolisation. Oui, si ce n'est plus leur temps, ils vont quitter l'équipe gouvernementale. Mais arrêtons quand même de mentir au nom des gens. Arrêtons de mentir au nom des gens. J'ai suivi et je continue de suivre dans le média. Tel acteur, voilà, il a fait 10 ans. Mais il peut avoir déjà fait 10 ans au gouvernement. Est-ce qu'il a violé la loi? Non, c'est peut-être par rapport à son poids politique. C'est par rapport à son ancrage, peut-être par rapport à sa compétence. Hein? Parce qu'on voit que l'Action pour un Congo nouveau, avec un président national fort, ou quelqu'un qui a de la vision, qui a de l'expertise, non, il peut aussi prétendre entrer au gouvernement. Oh non, c'est il peut aussi peut-être être éligible, même dans une entreprise du portefeuille. Et ainsi de suite. Non, par conséquent, il faut qu'on commence d'abord à l'arrêter. Voilà, on va commencer maintenant à jeter des petites pierres. C'est moi le secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau. Moi, Ahmed Housseni. Vous me recevez souvent sur vos plateaux de télévision. Est-ce que vous me voyez, moi, vraiment avec le visage de soutenir les rebelles du M23? Donc, c'est ça aussi que l'opinion... Une chose, c'est de ne pas soutenir. Une autre, c'est de garder silence pendant que Mme Bande Koinda Namboka. Vous savez, il faut faire très attention avec la communication pendant les moments de guerre. Moi, j'ai eu le privilège dans ces pays d'être le conseiller juridique du ministre de la Défense nationale. Dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Lorsque le pays est en guerre, si vous n'avez pas quelque chose de consistant, veuillez vous taire. Il ne suffit pas seulement de parler. Vous pouvez parler pensant que vous êtes en train de bien faire, mais vous êtes en train de vendre votre pays aux ennemis. Le monde a beaucoup évolué. Donc, par conséquent, ne condamnons pas forcément ceux qui se taisent pendant une telle période lorsqu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Celui qui se tait ne dit pas forcément qu'il a tout acquiescé. Mais par contre, il peut arriver qu'il est en train de préserver le pays. Si vous communiquez l'information, non, s'il vous plaît, l'information et la communication, c'est deux choses différentes. Je suis en face des journalistes. Oui. La communication des guerres, elle existe. La communication des guerres, elle existe. C'est pourquoi, à un moment, même le président de la République avait pris une décision que sur cette question, il n'y a que le gouvernement. Et même au sein du gouvernement, on choisit les personnes à parler. En dehors de la première ministre, le ministre de la Communication, plus personne, même si vous êtes au gouvernement, taisez-vous, messieurs. Parce que vous risquez de vendre de manière inconsciente le plan du pays aux ennemis. Donc, ne condamnons pas forcément et facilement. Parce que tel ne parle pas, il est suspect. Voilà, mais il faut être prudent. Il y a la communication en temps de joie, c'est bien. Tout comme il y a la musique des temps de joie. Il y a la communication en temps de deuil. Tout comme il y a la musique en temps de deuil. Il y a la communication suivant les circonstances du pays. Et moi, ce que j'ai appris à la Défense nationale, où les généraux défilaient dans mon bureau, on m'a toujours conseillé, et j'ai toujours conseillé à mon ministre, que si nous n'avons pas quelque chose de consistant à dire, mieux vaut se taire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, professeur? Dernière question pour ma part. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au chef de l'État? De la compétence, mais des hommes intègres pour remplir les missions qui manquent? Le Congo
regorge beaucoup de potentialités. Beaucoup. Je vous ai dit, si vous cherchez des intelligents, dans n'importe quel coin du pays, vous allez en trouver. Si vous allez en Ituri, chercher des hommes intègres, vous allez les trouver. Vous cherchez des véritables politiques qui vont mobiliser les jeunes et faire face aux ennemis du pays. Vous allez trouver ces leaders-là. Ils sont là. Même à Bunia. Même si vous allez au Loa là-bas, vous arrivez, vous dites, nous cherchons des experts, des intelligents, des génies, des politiques, de ceci. Ils sont là au Congo. Nous avons tout. Veuillons juste coordonner, veuillons juste canaliser nos forces. Et je pense que nous serons en mesure d'écrire une nouvelle histoire et de répondre aussi au rendez-vous avec l'espérance. Occuper des fonctions, des hautes fonctions dans notre pays, mais les résultats, parfois, n'ont jamais été au rendez-vous. Je ne sais pas à quelle conclusion vous voulez en venir. C'est pour dire que désormais les professeurs d'université ne peuvent plus accéder aux fonctions républicaines. Quelle est la part de... Que font les professeurs vraiment dans ce que nous vivons aujourd'hui? Jouent-ils bien leur partition dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons comme État? Je suis professeur d'université, mais ici, je n'ai pas reçu mandat de mes collègues professeurs pour venir parler sur cette question. Et surtout qu'en scientifique, je n'ai jamais fait une étude sur la contribution des collègues professeurs dans la vie nationale, dans les gouvernements, pour juger de l'efficacité ou de la non-efficacité. Mais je sais que non, il faut étudier d'abord. Il faut étudier, il faut avoir un bagage pour être en mesure de diriger, ne fût-ce qu'une petite structure. Et puis, un point. Vous savez que le gouvernement est une grande machine, est une grosse machine. Au gouvernement, le bilan n'est pas individuel. Un membre du gouvernement peut, dans son secteur, être percutant. Il travaille correctement. Mais si les autres collègues ne travaillent pas correctement, mais ces efforts aussi seront dilués. C'est pratiquement comme une force de la pesanteur. Et il faut alors avoir un gouvernement homogène. Ce n'est pas un gouvernement ou un membre du gouvernement qui va se permettre de manquer du respect à la première ministre dans la salle. Ce n'est pas un gouvernement où le président de la République donne telle directive, mais les membres du gouvernement font autre chose. Non. Donc, en ce qui concerne la contribution des collègues professeurs au sein du gouvernement, dans la vie nationale, on reconnaît aussi ceux qui ont déjà fait des bonnes choses. Ceux qui ont bien travaillé, on peut les citer individuellement, et surtout si on accorderait le micro à chacun d'eux, que lui-même d'abord fasse son bilan. Il y a aussi de ces actions qui, après un temps, on dit « Ah, mais si je serais encore là, je pouvais encore réajuster. Si je pouvais encore être là, je pouvais encore faire ceci. » Parce que plus le temps passe, on acquiert encore de l'expertise et de l'expérience. Professeur Ousseini, Montuna Yasuka pour l'Angambolangaï, Toutiko célébré le 2 août dernier, génocide congolais, où ils ont la cause économique. Pensez-vous que 30 ans après, toujours qu'on est vers la fin de cette tragédie, est-ce que l'accord a signé à Washington, processus à Doha, diplomatie agissante à Tata Mokambieko, le comme Mabiso, finalement, vers pacification à partie Est? Merci encore une fois de plus, Madame Naomi, pour la question et pour la parole. Si le processus de Washington, de Doha combiné, nous apporterait la paix définitive, tant mieux. Je ne suis malheureusement pas prophète pour prédire le futur. J'ai formulé effectivement le vœu que mon pays recouvre la paix durable. Mais prédire que ce que nous sommes en train de faire viendrait cimenter de manière définitive, je ne sais pas trop. Et surtout qu'en droit international, il y a par exemple le principe de pacte sunt servanda. Vous avez des doutes? Je n'ai pas de doutes, mais je constate tout simplement que ce n'est pas nouveau. Plusieurs dialogues, plusieurs pourparlers, plusieurs accords, plusieurs conventions ont déjà été signées dans le cadre de la paix de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avons-nous déjà retrouvé cette paix-là? Ça reste encore une question. Hein? Ça reste encore une question. Je disais tantôt, il y a le principe de pacte sunt servanda. C'est-à-dire, une convention, un accord, n'a d'effet, n'a de droits et d'obligations qu'à l'égard des partis qui l'ont créé. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler autour d'une table avec la AFCM 23. Ils peuvent signer tous les papiers.
Mais demain ou après-demain, une autre rébellion peut encore être créée. Et cette rébellion risque encore de dire, nous, vos accords-là ne nous concernent pas. Et effectivement, on ne peut pas les opposer, ces accords-là, parce qu'ils n'ont pas signé ces accords-là. Finalement, c'est quoi la solution, selon vous? La solution, il faut conscientiser le peuple, que nous puissions aimer notre pays. Et il faudra que le pouvoir central donne aussi des signaux en disant, oui, ce pays appartient à tous ces Congolais. Oui, les richesses nationales sont bien distribuées. Et que les Congolais trouvent aussi conscience de dire, ne jamais trahir le Congo, quel que soit le prix que les étrangers pourraient vous offrir. Et je pense, en enracinant de telles valeurs, nous serons en mesure d'écrire une nouvelle page de cette histoire et aussi de répondre présent au rendez-vous avec l'espérance. La question de la réparation tient toujours. Justice, réparation, accord, oui. Kimia, oui, mais quid de victimes? Oui, les victimes, je pense que c'est une question logique. Lorsqu'il y a des condamnations, voilà, les condamnations, il y a les dédommagements des victimes. Mais seulement qu'on ne prenne pas encore l'argent des victimes, comme nous sommes en train de le vivre dans les dossiers de Frivao. On prend l'argent qui devrait bénéficier aux victimes de massacre de Kisangani pour affecter à la construction des stades, pour affecter à ceci, pour affecter à la construction de prisons dont l'existence poserait problème. Donc c'est aussi une question de rationalité. C'est aussi une question de la conscience nationale. Oui, il peut y avoir des condamnations. Dans l'hypothèse où, par exemple, on dirait ouais, Joseph Kabila est condamné, il faut procéder à la saisie de tous ces biens qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national, y compris à l'étranger. Mais il faudra canaliser cela. Il ne faudra pas encore que demain ou après-demain, 2 ou 3 bourreaux se présentent pour prendre encore tous ces fonds et disparaître. Donc, c'est aussi une question de conscience nationale. Très bien, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ndengo Ndimako na mituna na biso, mwana mboka na rappelé que vous allez professeur de droit, vous allez avocat de profession, vous allez secrétaire général ya parti Action pour un Congo nouveau, vous allez moko ya bayi lisanga union sacrée totondi otondi. Ngai pe na tondi bino botondi mama Naomi, na tondi bino botondi monsieur Dan. Merci beaucoup. Nabino Bolandi Biso à travers le monde. Tokutani très prochainement. Qui merci na mabota Nabino.